Qui a assassiné Artie, Marianne, Dorothea et Johan, 4 Hollandais, 2 couples en vacances dans le Gers? Qui les a bâillonnés, ligotés et torturés avant de les tuer? Un proche? Un simple rôdeur? Un tueur en série allemand? Et combien étaient-ils? Un ou plusieurs assassins? Au final, la justice ne condamnera qu'un seul homme qui se dit toujours innocent. La tuerie de Montfort garde encore ses parts d'ombre. Elle reste l'une des affaires criminelles les plus effroyables de ces 15 dernières années. Je suis avec Fezensac, je suis aficionade, j'assistais à la corrida du samedi. C'est la première corrida de la saison. Et au 3e taureau, je crois, il y a un taureau gigantesque qui a soulevé le cheval du piquero, du picador, qui l'a retourné. Et le piquero s'est retrouvé sous le pommeau du cheval. Et le piquero meurt. C'est déjà lourd d'émotions, quoi. Il y a eu de charge émotionnelle considérable dans l'arène. Et je vois ce mouvement qui n'est pas relatif à cette histoire, ce mouvement anormal dans l'arène, les gendarmes qui bougent, les gens qui bougent. Et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'était le samedi vers 19h, 19h15. Et je suis allé voir le président des arènes de Vic, qui est un ami. Et il me dit tout de suite, oui, les gendarmes sont affolés, ils ont découvert un massacre à Montfort. Les gendarmes n'en savent pas plus. L'appel au secours d'un voisin n'était pas clair. Donc on va récupérer le fourgon TIC, c'est-à-dire le fourgon qui est dédié à tous les prélèvements sur les scènes de crime découvertes de cadavres. Et on part direction la Boupillière à Montfort. La Boupillière, une propriété isolée à 40 km de Auch. Elle appartient à un couple de Hollandais, Artie et Marianne Van Hulst. Ils hébergent pour les vacances de Pentecôte Dorothea, la sœur de Marianne, et Johan, son mari. L'aspect extérieur de la maison, tout est fermé. À savoir que l'on a une chaîne qui est tirée qui barre l'accès à la maison. Tous les volets sont fermés, on n'a aucun véhicule qui sont présents, le garage est fermé. Mis à part sur l'étendoir, sera découvert un morceau de papier écrit de façon manuscrite en hollandais qui signifiait « on a faim », qui a été déposé par un couple d'amis qui étaient invités à manger donc le vendredi chez les Van Hulst. Ses amis, ce sont Laurence et Henri Wagmans. Ils n'avaient pas de nouvelles des propriétaires de la Boupillière depuis la veille au soir, depuis ce dîner manqué. Le téléphone sonnait occupé, ce n'était pas dans les habitudes des Van Hulst. Alors, les Wagmans avaient décidé d'aller voir ce qui se passait. En entrant, et c'est pas moi, mais c'est elle qui a remarqué tout de suite, « Ah, le téléphone est décroché !» Et j'ai cherché l'électricité pour la lumière. Boum. Et alors, elle était à un demi-mètre devant le corps. Et c'était encore un petit peu bizarre. Hein. Ah oui, oui. Elle disait, c'est pas juste, c'est... Ah oui, oui, c'est meurtre. Le bras et le jambe les jambes sont cassés et, oui, et beaucoup de sang. Et Alors elle dit, c'est meurtre, on s'en va. Les Wagmans pensent aussitôt qu'il est arrivé malheur aux autres aussi. On a vu un corps, mais on est sûr, ils sont 4. Et je vais chercher les autres ou savoir qu'est-ce qu'il y a avec les autres. Avec Michel Cross, le technicien, on s'équipe de vêtements stériles et on rentre dans l'habitation comme escope à la main. Et après l'entrée sur la droite, on rentre dans la cuisine. Donc on trouve le corps d'un homme, allongé sur le ventre, pieds et mains liés par un ruban adhésif, bâillonné, du sang tout autour. Donc on continue. Première chambre, à droite, donc fermée à clé. On ouvre et on trouve une femme allongée sur le dos, pieds et mains liés
pareil, par un adhésif bâillonné, et qui présente une entaille au niveau de la gorge relativement profonde. Du sang partout, tant sur la tapisserie qu'au plafond, que sur le lit. Donc on referme derrière nous et on décide de monter à l'étage. Et à droite, sur le palier, une autre chambre, donc fermée également, à clé. Et on trouve une deuxième femme allongée sur le lit, sur le dos également, pieds et mains liés, pareil, de la même façon, avec le même ruban adhésif, et égorgée de la même façon que la première. Donc, du sang partout, du désordre, pas mal de désordre tout autour du corps et dans la chambre. Les gendarmes informent le procureur qu'ils viennent de retrouver 3 corps et qu'il manque donc quelqu'un. Ils explorent les tables qui jouxtent la bâtisse, là où se trouve l'atelier. Il n'y avait pas de clé sur la serrure, donc j'essaye d'ouvrir la porte, je sens qu'il y a une résistance derrière. Quelque chose qui bloquait la porte. La pièce n'a pas de fenêtre, les gendarmes cherchent un autre accès. Ils grimpent au grenier et là, ils tombent sur un puits de jour. Et depuis ce puits de jour, on aperçoit la porte de l'atelier qui est bloquée par une plaque de contreplaqué. Et on aperçoit également les jambes d'un corps. Les gendarmes redescendent, décidés à forcer la porte. Donc je passe la main et j'arrive à faire passer cette plaque au-dessus de la poignée, me permettant ainsi d'ouvrir la porte. Donc on rentre, effectivement on trouve le corps allongé sur le dos, avec une plaie visible sur le thorax, une plaie due à un coup d'arme à feu. Bon, le souci c'est qu'il n'y avait pas de fusil à côté, donc la thèse du suicide ne tenait pas. C'était à minuit ou minuit et demi qu'un gendarme me disait alors suivez-moi et on va identifier les corps. Henri Wagmans reconnaît les corps de ses amis. Artie Van Hulst, c'est sa femme Marianne. Dorothea et son mari Johan. Je me revois encore rentrer dans cette habitation, découvrir ces corps, l'odeur du sang, ces plaies atroces. On perçoit et on sent la souffrance sur le visage de ces personnes-là, ce qu'elles ont pu endurer. Elles se sont vues mourir. C'est une image qui est restée des mois et des mois, et puis même 14 ans après, les images, je les ai toujours précisément en tête. Les corps de 4 Néerlandais âgés d'une cinquantaine d'années ont été découverts par des amis de la famille. Aucun indice particulier ni mobile sur cette tuerie d'une rare sauvagerie. Taco Nieuwenhuis, vous êtes le fils de Johan et Dorothea, le neveu d'Artie et Marianne. Vous avez appris, je crois, le drame de manière assez brutale. J'ai vu le journal sur le télé. Et le premier sur le journal était qu'il y avait 4 Hollandais qui sont tués dans le sud de France. J'ai téléphoné chez ma sœur parce que je ne pouvais pas... je vais continuer en hollandais. Oui, allez-y. Oui. Ja, dat is verschrikkelijk. C'est vraiment horrible. C'est bizarre et aussi très étrange de recevoir le message de cette façon-là, dans les journaux. Est-ce que vous avez su très vite les détails de ce meurtre, de ces meurtres? Non. Pendant le premier mois, nous ne savions presque rien. Nous étions en contact avec la police hollandaise. On ne connaissait que le minimum. Après, on a appris beaucoup de la presse, des journaux, des magazines. Que faisaient votre oncle et votre tante dans le Gers et vos parents également? L'année précédente, en 1998, mon oncle et ma tante ont acheté une ferme dans le Gers, à Montfort.
Mes parents, mon père et ma mère, les ont accompagnés pendant une semaine pour les aider à faire des travaux. Ils connaissaient bien la France, ils parlaient français? Ma mère parlait bien le français, mon père quasiment pas. Mon oncle et ma tante parlaient assez bien, ils se sentaient chez eux, à l'aise dans cet environnement-là. Ils avaient des problèmes, des ennemis en France, aux Pays-Bas? Non. Mon oncle avait sa propre entreprise dans la sécurité. Ma tante faisait partie du conseil municipal. Tous les deux étaient engagés au sein du VVD, parti politique libéral en Hollande. Mon père travaillait. Il avait un poste dans une société informatique et ma mère travaillait dans un club de livres. Donc ils avaient des occupations tout à fait banales. Le lendemain de la découverte des cadavres, les gendarmes commencent le travail de police scientifique. Une équipe par pièce à explorer. Composée d'un expert TIC, un technicien en identification criminelle et un enquêteur. On a une utilisation d'armes à feu au niveau de l'entrée, donc on a un premier tir qui est localisé au niveau du mur gauche par rapport à l'entrée, qui passe au-dessus du frigo. Sur le sol, il sera découvert un petit peu partout des plombs, ainsi qu'une bourre de fusil de chasse. Et il sera découvert un autre tir d'arme à feu au niveau de la cuisine. C'est dans cette pièce que se trouve Johan, le beau-frère des propriétaires. Les pieds, les mains ligotées, il est bâillonné par un ruban adhésif. Il présentait de multiples plaies, un peu partout sur le corps. Je crois qu'il y avait une quinzaine de plaies qui étaient consécutives à des coups d'armes blanches. On a des coups de couteau qui ne sont pas mortels, qui laissent supposer que nous sommes en face d'une personne qui a réalisé des actes de torture pour obtenir quelque chose de la personne. Il a des entailles au genou, très visibles jusqu'au niveau du tendon, c'est-à-dire que ça lui permettrait plus de courir après. Et après, on s'aperçoit au niveau des mains qu'il a des traces où on voit qu'il a essayé de se défendre, certainement. Autour du corps de Johan, il y a des papiers, des tickets de carte bleue. Des chéquiers traînent par terre. Sur un chéquier, on retrouve une trace de pas qui ne correspondait pas aux traces des semelles des victimes, celles qu'elles portaient, mais également toutes les chaussures qui ont été trouvées dans la maison. Cette trace était vraiment particulière, le dessin de la semelle était particulier, donc tout ça est parti en analyse. Dans la chambre du rez-de-chaussée, les gendarmes examinent le cadavre de Dorothea, la sœur de la propriétaire. On a des projections de sang sur le sol, sur les murs, et on a une plaie béante au niveau de la gorge qui laisse apparaître la trachée artère. Comme son mari, Dorothea a les pieds et les mains ligotés. Elle est bâillonnée avec du ruban adhésif. On peut voir avec facilité qu'il y a des bourrelets de peau qui se forment au niveau supérieur et inférieur des liens, qui laissent clairement apparaître un serrage relativement fort au niveau de la peau. Dans le salon, aucun désordre particulier, seul un fauteuil est renversé. Sur la cheminée, les TIC découvrent une salade gasconne, toute prête à être mangée. À l'étage, leurs collègues travaillent sur la chambre où se trouve Marianne Vanhuls, la propriétaire de la Boupillière. Même condition, à quelque chose de près. Elle présentait une plaie importante au niveau de la base du sein gauche, occasionnée également par une arme blanche. Seul M. Vanhuls a donc été tué par arme à feu, 4 tirs de fusil de chasse, alors qu'il se trouvait dans son atelier. Ce qui est étonnant chez cet homme de près de 2 mètres, c'est qu'il ne s'est manifestement pas défendu. Il y a 4 coups, il y en a 3 dans le dos et un devant. Alors après, évidemment, toute la surprise pour tout le monde par rapport à son gabarit, par rapport mais bon, on apprend très rapidement que ce monsieur était sourd, qu'il n'avait pas son appareil sur lui. Et constatation, il semblerait qu'il travaillait devant son établi, donc il est évident que quelqu'un qui arrive par derrière ne peut ne pas l'entendre. Et c'est pour ça, je pense, qu'il s'est fait surprendre par ces coups de fusil, qu'il n'a pas pu réagir, parce qu'on voit bien que c'est une personne qui a pu avoir aucune réaction, quoi. Les légistes datent approximativement la mort à la nuit du jeudi au vendredi, 2 jours avant la découverte des cadavres. Et les gendarmes notent aussi un détail important. Pour 3 des 4 cadavres,
notamment les deux femmes et M. Van Nuys, ce qui surprend, c'est qu'on les trouve habillés comme s'ils venaient d'arriver, quoi. Ils sont encore avec leurs caouets, avec leurs chaussures, sans avoir eu le temps de se déshabiller, sans rien. Donc là, on se dit, tiens, ils se sont fait surprendre en arrivant. Il aura fallu près de 24 heures aux gendarmes pour enlever les corps des victimes. Un luxe de précaution pour relever absolument tous les indices. C'est ce soir la meilleure chance de découvrir pourquoi les 4 ressortissants néerlandais ont perdu la vie dans cette ferme isolée du Gers. L'état des corps des victimes démontre qu'il y a eu une sauvagerie, voire une barbarie assez importante. Je ne sais pas si elle est l'œuvre d'amateurs ou de professionnels. Il y a eu un film qui s'appelle Le bonheur est dans le pré, qui a été une magnifique carte postale du bien vivre dans le Gers. Et là, on est en début de saison touristique. D'un seul coup, le bonheur est dans le pré. Bon, ben là, c'est pas le bonheur, quoi. C'est vraiment le drame, quoi, et le crime. Les gens ont eu peur. C'est une émotion terrible. Les gens se bouclaient parce qu'on pensait que l'assassin et le criminel étaient toujours dans les parages. Lieutenant Claude Vinals, à l'époque, vous dirigez cette enquête. 4 crimes commis avec une telle violence, qu'est-ce que ça vous inspire? On ne comprend pas, disons, une telle violence de la part du ou des assassins. Tous les meubles ont été fouillés, les armoires ont été vidées, et je pense qu'ils recherchaient de l'argent. Nous apprenons très vite qu'il manque des cartes bancaires, et à partir de là, nous faisons le recensement de l'ensemble des cartes bancaires qui sont découvertes, et nous essayons d'investiguer sur leur utilisation. Vous parvenez à reconstituer l'emploi du temps des victimes ce soir-là? Tout à fait. Parce que on apprend de la part des enfants des époux Van Nuys que ce soir-là, la famille devait se rendre au restaurant, tous les 4. Malheureusement, ce soir-là, un ouvrier était venu pour peindre le plafond et donc Artie Van Nuys a décidé de rester et les autres personnes sont parties au restaurant. Madame Van Nuys a demandé à la patronne du restaurant de bien vouloir préparer une assiette froide, une salade gasconne, pour ramener à son mari qui était resté à la Boupillière. Quelles sont vos premières intuitions en fait? Un crime de rôdeur, un règlement de compte lié à la vie des Hollandais? Une des premières, c'était, disons, un règlement de compte. Et on pouvait imaginer, vu l'importance de M. Van Nuys, qui possédait un commerce de sécurité et qui avait, disons, des relations politiques importantes, puisqu'il avait été dirigeant d'un parti politique en province, on pouvait penser qu'il pouvait s'agir d'une vengeance. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'était une hypothèse concernant des gens qui étaient itinérants. Enfin, il y a le crime commis par un familier. Le lendemain de la découverte des cadavres, une habitante de l'île Jourdain, à 35 km de là, aperçoit un homme jeter un portefeuille par la vitre de sa voiture. Les éléments donc sont découverts, un portefeuille avec des pièces d'identité et des cartes bancaires des victimes. Plus on apprend en même temps que très peu de loin, vers, si mes souvenirs sont bons, c'est 19h03, un retrait a lieu à la caisse d'épargne de cette ville également de l'île Jourdain. Donc là, d'un seul coup, un élément, tiens, y aurait-il une piste purement locale? Les cartes bancaires qui réapparaissent. Voilà un nouvel élément sur lequel les gendarmes doivent travailler. Quand, quelques heures plus tard... Centre opérationnel gendarmerie Rouge, j'écoute. Un homme contacte la gendarmerie, un témoin clé. Une personne qui se présente comme étant M. Ben Salah Kamel et qui dit ouvertement à l'opérateur qui reçoit l'appel « Je suis le dernier à avoir vu les couples de Hollandais vivants ». Donc là, évidemment, grosse surprise. Le lendemain matin, ce témoin, Kamel Ben Salah, est entendu par le lieutenant Romero. Il est cantonnier dans un village voisin, peintre, à l'occasion pour arrondir ses fins de mois. Il raconte qu'il travaillait chez les Van Nuys la semaine précédente, depuis le lundi. Le jeudi soir, 2 jours avant la découverte des cadavres, il est arrivé chez eux vers 18h
pour terminer son chantier. Il nous dit qu'il a travaillé jusqu'à 23 heures chez les Hollandais. Il dit après être donc rentré. Quand Kamel Ben Salah a quitté Artie Van Hulst, le propriétaire de la maison, il a croisé les 3 autres Hollandais qui rentraient du restaurant. Le lendemain, comme il n'avait pas été encore tout à fait payé complètement, donc il repasse. Il s'aperçoit que la chaîne qui permet donc l'accès donc à la propriété est mise en place. Il s'approche un peu, il ne voit pas de voiture. Ça ne l'inquiète pas parce qu'il sait qu'ils doivent repartir le dimanche soir. Et puis voilà. Et puis après donc le samedi, donc il dit qu'il a rien fait de particulier. Kamel Ben Salah a appris le drame le dimanche par la presse, après avoir passé la journée aux fêtes de Vic-Fezensac. Donc là, il s'est dit, comme c'est moi qui les ai vus, donc je pense la dernière fois, donc je vais appeler. Il nous donne une description des gens qui, point par point, correspond totalement à la tenue qu'avaient les personnes quand elles ont été découvertes dans la maison. Donc là, on était un peu surpris parce que, forcément, l'assassin, entre guillemets, devait être très proche du moment où il est parti, voir quand il était là, quoi. Donc évidemment, il devient pour nous très intéressant. On approfondit un petit peu à qui on a affaire à travers ce personnage. Filature, écoute, photo. Les gendarmes ne quittent plus Kamel Ben Salah des yeux sans en toucher un mot à la presse. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Et bon, l'enquête, nous on fait nos papiers, mais il n'y a rien au point de vue suspect. Au bout d'un moment, on se dit presque, mais que fait la gendarmerie? On n'a aucun dialogue, vraiment aucun dialogue avec la gendarmerie, parce que je pense que c'est le procureur qui verrouille. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de, je dirais pas de guéguerre, mais enfin une espèce de défi calme et mesuré malgré tout avec la gendarmerie. C'est vrai qu'on a été approché par des journalistes qui voulaient absolument avoir les informations. Nous, les informations, on les donne, mais à la justice. Les gendarmes restent donc discrets. Pas question que fuite dans la presse le nom de Kamel Ben Salah, ni la surveillance qu'ils ont mise en place. Quand 3 jours après la découverte du drame, une nouvelle piste s'ouvre. Une piste à 25 km de Montfort. On retrouve près d'un silo à grains une voiture abandonnée avec de fausses plaques allemandes. Les gendarmes de Auch interrogent alors leurs collègues allemands. Ils leur parlent de leur affaire, les 4 assassinats de Montfort. L'information fait tilt, outre-Rhin. Et elle fuite aussitôt dans la presse. 2 policiers allemands ont rejoint en fin de matinée dans le Gers les enquêteurs français chargés d'élucider le quadruple meurtre perpétré samedi dernier. La police allemande a fait le lien avec le meurtre de 2 couples d'amis commis dans des conditions similaires en Allemagne il y a 2 mois, à Remagen, près de Koblenz. Une tuerie comparable en Allemagne avec un suspect, Dieter Zurweme, surnommé l'Amoklaufer. Le tueur fou, un détenu en cavale depuis 6 mois. L'homme est activement recherché pour ses 4 meurtres et un appel à témoins avait déjà été lancé. Zurweme mesure 1,78 m. De carrure athlétique, il a des cheveux gris, un front dégarni. Une récompense de 10 000 Deutschmark sera offerte pour tout renseignement. Je téléphone à mon collègue de France Ce Soir qui est en Allemagne, correspondant en Allemagne. Il se renseigne un peu, c'est très facile d'avoir des tuyaux, il sort les trucs. Il me dit, c'est un massacreur, il a déjà tué des types, il les a saucissonnés exactement de la même manière, il travaille au couteau, c'est un violent, c'est un méchant, il a peur de rien. Ça ressemble beaucoup. Les victimes allemandes avaient été aussi bâillonnées, scotchées, et puis il y avait eu une scène assez dure aussi, donc voilà. Et apparemment c'était un ancien légionnaire, donc ça pouvait avoir donc un lien donc, avec donc, la France. Les policiers allemands décrivent un homme intelligent qui parle hollandais et français. Il entre dans les maisons sous de faux prétextes pour vérifier les compteurs électriques par exemple. Il circule à vélo ou le plus souvent en train. Il est armé, c'est un serial killer extrêmement dangereux.
Les enquêteurs du BKA et les gendarmes collaborent et cette fois, ils font appel à la presse. Il y a une photo de Dieter Zurvem qui est bien sûr diffusée parce que, sérieusement, on pense que c'est une vraie piste, une bonne piste. Ça sent bon, comme on dit chez les enquêteurs. Et puis, ça nous arrangeait bien que ce soit un Allemand vilain et méchant qui ait tué les Hollandais et pas un bon Français. Il y avait une sorte de soulagement, quoi. Voilà. Très rapidement, on nous remonte des informations et tout le monde a l'air de voir cette personne partout, localement, même très loin, hein, parce qu'on a des appels qui viennent de tous les coins de France. Et là, il se crée une espèce de vente de panique, mais vraiment formidable. Hein. On pense que l'Allemand rôde par là, et d'ailleurs, on le voit. Les gendarmes ont des appels, des témoignages formels. Je l'ai vu dans tel restaurant, je l'ai vu à un bal, je l'ai vu... On le voit partout, on le voit même à la banque, dans une banque à Montauban. Une employée de banque signale aux gendarmes qu'elle a vu un homme pouvant ressembler à Dieter Zurvem qui aurait fait des essais de carte bancaire, qui serait venu réclamer en même temps au guichet de la banque de pouvoir échanger des traveler chèques en euros. Ce qui était assez peu banal à l'époque puisque l'euro n'était pas encore généralisé comme il a pu l'être en 2000. Reste aux gendarmes à mettre la main sur le suspect numéro 1 de la tuerie de Montfort, Dieter Zurvem. Dominique, les gendarmes courent plusieurs lièvres en même temps. Quand les analyses des cartes bleues tombent, et qu'est-ce qu'elles donnent comme information? Déjà, ça leur a donné beaucoup de travail, Frédéric, parce que les Hollandais avaient beaucoup de cartes bleues. Hein. Les Van Hulst en avaient 11 et les Nieuwenhuis en avaient 5. Alors, ce que vont observer les gendarmes, c'est que 6 retraits ont été effectués, 3 au cours de la nuit des meurtres à Mauvezin. Mauvezin, c'est juste en dessous de Montfort, c'est à 10 minutes. 3 retraits. Au total, on a tiré 7 000 francs, 1 000 €. 3 autres retraits vont être effectués le 22. Le 22, c'est le jour de la découverte des corps. Et ces retraits sont effectués un peu plus loin, en dessous de Toulouse, à Roques. C'est à 1 heure de Montfort. Et là, 3 retraits pour 4 400 francs, c'est-à-dire 670 €. Au total, ces 6 retraits, c'est 11 400 francs, 1 700 €. Et ils ont tous été effectués avec 3 cartes bleues qui appartiennent à Monsieur Nieuwenhuis. Monsieur Nieuwenhuis, je vous rappelle que c'est l'homme qui a été si terriblement torturé. Et en fait, il a été torturé parce qu'on voulait lui faire avouer ses codes secrets de carte bleue. A-t-on pu déceler d'autres mouvements sur ces cartes bleues? Alors oui, en plus des 6 retraits, il y a 35 tentatives de retrait qui ont échoué, soit parce que le code était erroné, soit parce qu'on l'avait composé un trop grand nombre de fois et la carte était restée bloquée dans le distributeur, soit parce que le plafond maximum était atteint. Et ces 35 tentatives de retrait, elles ont lieu tout autour de Montfort, à Auch, dans le Gers, à Florence, à Saint-Clar, à Beaumont-Lomagne, à l'île Jourdain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas toutes eu lieu, ces tentatives, après la mort des Hollandais. Certaines ont eu lieu avant ? Il y en a une vingtaine qui ont eu lieu avant la mort des Hollandais. C'est quelqu'un qui leur avait volé leurs cartes bleues pour les utiliser, et ça, c'est avant leur mort. Les caméras de toutes ces banques, est-ce qu'elles ont pu enregistrer quelque chose? Alors, une seule caméra va enregistrer quelque chose. C'est une caméra qui se trouve à Auch, dans une rue très passante qui s'appelle la rue d'Alsace, au Crédit Agricole. Et la caméra, elle se trouve, vous voyez d'où elle filme? Elle se trouve à l'intérieur du distributeur et en même temps, elle filme la rue. Ça, c'est la baie vitrée, c'est l'entrée de la banque. Et elle va filmer à 13h28 10 secondes quelqu'un qui vient faire une tentative de retrait. Et à partir de la vidéo, on va tirer cette photo. Mais on ne voit qu'une silhouette. On a peut-être une idée de la taille, mais regardez, c'est tellement flou que c'est difficile de dire qui est cette personne. Les relevés bancaires intriguent les gendarmes. Ces retraits et ces paiements réalisés avec les cartes des Hollandais, ça ne colle pas vraiment avec la piste de l'Allemand en cavale. Comment expliquer dans ces conditions que les cartes bancaires aient été utilisées aussi de Van Hulst, qu'on ait tenté de les utiliser avant le jeudi où ils ont été tués, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi. Tout était dans un rayon de 30 à 50 km, ça n'allait pas au-delà. Donc c'est pour ça que ça venait également confirmer que ça ne pouvait être vraisemblablement qu'une piste locale. Tout en fait ramène sur un familier, sur quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. Un familier des Van Hulst.
Les gendarmes en ont bien un dans le viseur, Kamel Ben Salah, le peintre qui est resté à la Boupillière très tard le soir du drame, et depuis sa déposition spontanée à la gendarmerie, il est toujours sous surveillance. On s'aperçoit que partout où il y a eu des retraits, c'est des lieux que connaissait M. Bensama Kamel. À Auch, dans le créneau horaire où la carte bancaire est retirée au Crédit Agricole d'Auch, il est vu par des gens sur l'avenue très proche, quoi, à côté. Motoban, ça a eu un retrait dans une petite rue du centre de Motoban où on apprend qu'il était au centre d'apprentissage peinture et où il avait travaillé, donc voilà. Autre élément, la cité HLM de la Vierge à l'île Jourdain, là où un témoin a vu un homme jeter le portefeuille des Hollandais. Ben Salah la connaît bien, une de ses amies y habite. Comme par hasard, partout où il y a des retraits, il y a eu à un moment ou une autre une présence. Donc voilà, c'est quand même des coïncidences frappantes, quoi. D'autant que Kamel Ben Salah est connu des gendarmes. Même s'il semble mener une vie tranquille avec sa fiancée et son beau-fils à la campagne, il traîne un passé de petites frappes à la cité du Garros, à Auch. Kamel Ben Salah était déjà connu de la justice comme quelqu'un qui a toujours trempé dans du trafic de cannabis au niveau de certaines petites cités occitaines. Il est connu pour être quelqu'un de violent puisqu'il avait été condamné pour des faits d'usage d'armes sur une autre personne assez virulente de Auch. Puisqu'il lui a tiré dessus, il l'a poursuivi avec une carabine. Il a eu d'autres épisodes de violence avec des barres de fer, des couteaux. C'est quelqu'un qui peut être violent, notamment quand il est donc en manque. Sa sœur, donc, sur Marseille, en a fait des frais d'ailleurs. Mais bon, avoir un profil intéressant ne fait pas forcément la personne qui a commis ces faits. Les gendarmes creusent alors la vie de Kamel Ben Salah et de sa compagne. C'est un couple qui avait des difficultés financières, hein. Il y avait des arriérés de loyer, problème pour payer la cantine de l'enfant de sa copine. Vu que le mobile donc, des meurtres semble donc être donc, le vol et les cartes bleues, c'est vrai que bon, voilà, ça fait un élément donc, de pulse donc, en plus donc, à mettre sur cette affaire, quoi. Un élément de plus, mais pas encore de preuve. Quand le 12 juin 1999, 3 semaines après la mort des Hollandais, les écoutes téléphoniques font enfin avancer l'enquête. On a un appel téléphonique très surprenant hein, d'un bijoutier, d'un centre commercial du secteur toulousain, Roques-sur-Garonne, qui téléphone en lui disant ben voilà, votre bijou est prêt, vous pouvez venir le chercher quand vous voulez. Alors évidemment, quand même très intéressant pour nous, hein, achat de bijoux pour quelqu'un dont on avait appris avant qu'il avait problème d'argent ou autre, bon. Les gendarmes retrouvent la trace de Kamel Ben Salah et de sa famille au centre commercial de Roques-sur-Garonne. Ils ont acheté donc plusieurs paires de chaussures de sport, ils ont acheté des bijoux, ils en ont commandé. Donc ce jour-là, on sent que Kamel Ben Salah financièrement se lâche avec des moyens qu'il n'a pas, puisqu'il a été quelque temps avant solliciter son fournisseur de cannabis toulousain en lui demandant de lui faire un prêt de 5 000 francs pour pouvoir payer la cantine et les frais de scolarité du petit. Les gendarmes demandent à la bijoutière si elle se souvient de cette vente. L'employé de cette bijouterie confirmera que Kamel Ben Salah lui a demandé où c'est qu'il y avait un point de retrait pour retirer de l'argent. Et c'est après s'être absenté qu'il revient pour payer une partie de ses commandes auprès de la bijouterie Le Donjon, tout en sachant qu'à l'époque, M. Kamel Ben Salah n'avait aucune carte de retrait lui permettant de retirer de l'argent en dehors du département. Il ne pouvait retirer qu'à l'agence. Ce samedi 22 mai, 2 jours après la mort des Hollandais, Kamel a dépensé plus de 11 000 francs, 1 455 €. Et le plus surprenant, c'est que le même jour, dans ce même centre commercial, les gendarmes ont retrouvé un retrait effectué avec la carte volée de M. Nieuwenhuis. Le retrait qui avait été fait donc, couvrait approximativement donc, les sommes à dépenser. Le 23 juin, les gendarmes sonnent donc à la porte de Kamel Ben Salah. Un suspect âgé de 35 ans, originaire de Marseille, et sa compagne ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Mauvezin. Parallèlement, une perquisition était effectuée au domicile du couple situé à Estramiac, à quelques kilomètres du lieu du drame.
Dans l'appartement du couple, les gendarmes retrouvent le ticket de caisse d'un garage auto. Kamel a changé les pneus et les housses des sièges de la voiture de sa compagne. Il l'a même lavé à grande eau 2 jours après la mort des Hollandais. Avait-il des traces à effacer? Il est relativement serein, il ne se reproche rien, il arrive à argumenter toutes ces coïncidences pour lui. Voilà, donc on essaye quand même de lui démontrer, mais bon, pour lui c'est normal. Dans la maison, on découvre aussi 1500 francs, 225 € en liquide et 50 grammes de shit. La compagne de Ben Salah tombe des nues. Même elle indiquera que c'est la première fois qu'elle voit une si grosse quantité. Kamel, un homme aux abois financièrement, aurait-il touché une heureuse rentrée d'argent? On lui a de suite demandé s'il avait gagné au loto, au tiercé, ou s'il avait eu droit à un héritage et d'un oncle venant de je sais pas de voilà. Il a répondu que non, donc il n'avait rien, et qu'il était d'ailleurs assez pauvre, et qu'il était obligé de travailler pour pouvoir régler toutes les dettes. Donc voilà. C'est là que les gendarmes abattent leur meilleure carte. Kamel leur a menti lors de sa première déposition. Il ne leur a jamais parlé de sa journée d'achat au centre commercial de Roques-sur-Garonne. C'est bizarre, non? Jusqu'à la fin, donc, il ne dit rien. C'est quand je lui sors donc, les tickets de caisse et que je lui lis le témoignage de la vendeuse qui là, elle me dit oui, mais bon, non, mais en fait, je vous ai menti. Alors là, ces achats, il nous trouve comme quoi il avait mis de l'argent de côté dans le cadre d'un trafic de stupéfiants qui lui permettait d'avoir des réserves et que subitement, là, il avait eu envie d'avoir des achats parce que je crois que sa copine était censée vouloir le quitter, donc il avait eu envie d'acheter un bijou, enfin voilà. Subitement, ce jour-là, il a eu une frénésie d'achat. Ils nous disent, voilà, je ne vous ai pas dit ça parce que je ne voulais pas tomber pour un trafic donc, de stupes. Alors on lui redit que bon... et que les stupes, bon, c'était pas trop donc l'objet de notre enquête. Il a attendu d'être acculé contre le mur pour pouvoir dire, voilà, non, en fait, bon, je vous ai menti, c'est ça. Dans la pièce d'à côté, Sandrine raconte sa vie avec Kamel. C'est un couple qui est en totale rupture. Elle le garde sous son toit parce que pour le moment, il n'a rien. Et financièrement, ils sont également à la rue puisqu'ils ont des dettes un petit peu partout. Il faut maintenant retracer l'emploi du temps de Kamel et de sa compagne le soir de la tuerie. Dans son audition, elle nous indiquera que depuis le décès de sa mère, elle prend un traitement médical pour mieux dormir, pour pouvoir dormir la nuit. Ce qui fait que le jeudi soir, lorsque son concubin est rentré, elle expliquera avoir entendu du bruit, mais sans plus, mais être incapable de dire l'heure exacte à laquelle il est rentré. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle avait pris ses cachets, elle a entendu du bruit, elle pense avoir entendu le micro-ondes, et puis après, voilà. Elle nous indiquera une heure de rentrée, uniquement parce que c'est l'heure qui lui a été donnée par Kamel Ben Salah sur sa rentrée cette nuit-là. 23h30, c'est ce que Kamel lui a dit. Il lui aurait même téléphoné juste avant de rentrer, mais elle n'a pas répondu. Les enquêteurs comparent le contenu des 2 gardes à vue, et il est clair que Sandrine a oublié des choses. Elle ne parle jamais de la journée d'achat du samedi, et quand on la presse de s'expliquer, elle finit par lâcher. Kamel m'avait dit, surtout ne dis pas aux gendarmes que nous sommes allés à Roques-sur-Garonne le samedi. Donc là, évidemment, ça nous interpelle cette phrase quand même. Elle est embêtée parce qu'elle se rend compte que peut-être que des choses lui ont été cachées. Elle va même jusqu'à lâcher quelques phrases qui sont tout à fait marquantes. Elle indique qu'effectivement, il a sorti des billets de sa poche arrière et que c'était des billets qui étaient neufs et qui n'étaient pas froissés, qui ne semblaient pas provenir d'économie, mais plutôt qui pouvaient sembler pouvoir provenir d'un distributeur. C'est là qu'elle commencera à se poser des questions sur la réalité des faits, sur la réalité de la provenance de l'argent, et surtout en indiquant que c'était la première fois que Kamel se mettait à dépenser autant d'argent sur un après-midi. Au bout de 24 heures, la juge d'instruction met fin à la garde à vue de Sandrine, la compagne de Kamel Ben Salah. Elle n'a rien contre elle. Kamel, lui, rencontre son avocat comme il en a le droit. Il n'était pas inquiet par rapport à son rôle, puisque lui m'a toujours dit qu'il n'était pour rien là-dedans. Et en même temps,
il se rend compte que, très certainement, les soupçons se porteront sur lui, puisqu'il travaillait chez les Van Hulst le jeudi soir. Il dit, moi, je vais aller voir les gendarmes en disant, j'ai vu ces gens, et je suis peut-être le dernier à les avoir vus vivants. Et c'est à partir de cette phrase que les événements vont s'enclencher pour Kamel. Mais si Kamel est si serein, alors pourquoi a-t-il demandé à sa compagne de cacher leur journée de course dans le centre commercial? Kamel, dans son fort intérieur, sait que cet argent, c'est pas un argent entre guillemets propre. C'est pas un argent qui provient d'un travail. Lui, il sait que c'est de l'argent qui provient d'un trafic de cannabis. Il a l'impression que si, en plus de tout ce qu'on l'accuse, il dit maintenant, je dois vous avouer qu'en plus je suis un dealer, lui pense que ça l'enfonce plutôt qu'autre chose. Reste que Kamel a menti. La défense comprend très vite que la pente sera difficile à remonter, qu'il va falloir lutter pied à pied pour retourner les arguments des gendarmes. D'autant que 3 empreintes digitales ont été relevées sur le bâillon d'une victime. L'une d'entre elles est inconnue, mais les 2 autres sont clairement identifiées. Notamment sur le scotch qui bâillonnait M. Nieuwenhuis. Donc 2 empreintes digitales qui correspondent à M. Bensalah Kamel. Le laboratoire de police scientifique en est certain. Il a relevé 12 points de corrélation entre les 2 traces du bâillon de M. Nieuwenhuis et l'index gauche de Bensalah. Mais pour la défense, ces empreintes s'expliquent facilement. Il y a du ruban adhésif partout dans la maison. Depuis le lundi, Kamel Bensalah a travaillé tous les jours à la Beaupillière. Et il a reconnu dans l'enquête qu'il ne travaillait sans gants, de telle sorte que on peut être même surpris de ne pas avoir retrouvé ces traces d'empreintes digitales partout. Mais ce n'est pas tout. Le laboratoire d'hématologie de Bordeaux rend aussi ses conclusions comparatives. Sur le lien qui bloquait les chevilles de Madame Van Hulst, on retrouve des mélanges d'ADN, donc de Monsieur Nieuwenhuis, de Madame Van Hulst elle-même, également de Kamel Bensalah. C'est du sang. Forcément, pour qu'il y ait ce mélange, il faut qu'à un moment donné, ces 3 personnes soient en contact, qu'il y ait un contact sanglant qui soit fait entre ces 3 personnes. Hormis le cas que ce soit le soir des assassinats, que ce mélange soit fait, les probabilités que ce soit à un autre moment sont tout à fait faibles. Pour l'accusation, l'élément est accablant. Mais la défense a réponse à tout. Kamel Bensalah explique qu'il s'était servi d'un cutter sur place pour couper l'adhésif, et qu'en cette occasion, il s'était blessé, et que, s'étant blessé, quelques gouttes de sang avaient parfaitement pu se trouver sur l'adhésif dont on s'est servi par la suite pour entraver la victime. Alors vous imaginez un peintre qui ne laisserait pas de traces dans une maison qu'il est en train de repeindre de fond en comble. C'est impossible. Donc, en aucun cas, le relevé de ces empreintes sur place, ou même sur des rubans adhésifs, ne peut constituer une preuve à charge, puisqu'il est en permanence en train de travailler dans la maison. On a fait comme si Kamel Bensalah n'était jamais entré dans cette maison, en quelque sorte, hein, et que ces empreintes constituaient la preuve qui s'y serait introduite presque par effraction. Les traces de pas trouvées sur le puits de jour et près du cadavre de M. Nieuwenhuis, au dessin si particulier, viennent encore accabler Bensalah. Au niveau de la pointure, bon, c'est entre du 41 et 43 et M. Bensalah Kamel fait du 41. Et deuxièmement, elles ont un défaut de pronation, hein, bon, qui n'est pas un défaut exceptionnel en soi, hein, parce que je crois qu'il doit y avoir 20% de la population française qui l'a, mais comme par hasard, c'est un défaut qui correspond, après expertise, au défaut de M. Bensalah Kamel. C'est encore un élément de coïncidence et une trace technique qui vient se rajouter à celle des empreintes digitales et de l'ADN. Mais l'accusation a beau charger la barque, la défense répond encore du tac au tac.
il y avait quand même quelque chose de plus important. C'est de savoir si ces chaussures, elles portaient le sang des victimes ou pas. S'il y avait même une infime trace du sang des victimes qui aurait été transporté de la Boupillière vers l'extérieur et donc vers le placard à chaussures de Kamel Ben Salah. Rien. Et on va me faire croire, et on voudrait nous faire croire, qu'avec ce que nous avons vu à l'intérieur de la Boupillière, avec le sang qu'il y avait, avec ce sang qui a giclé, ce sang qui s'est répandu partout, celui ou ceux qui se sont livrés à ce massacre n'auraient pas emporté sur leurs chaussures, sous leurs semelles, les traces de leur passage. Mais il n'y a personne qui a osé le soutenir. Kamel Ben Salah ne lâche rien, il est totalement étranger au massacre. Mais la juge estime qu'elle a assez d'éléments contre lui. Elle le met en examen pour assassinat, accompagné d'actes de barbarie, vol et escroquerie. Kamel Ben Salah est conduit derrière les barreaux, un univers qu'il connaît déjà. Mais cette fois, ce ne sont plus des actes de délinquance qu'on lui reproche. La justice s'interroge d'ailleurs sur ce qui a fait basculer cet homme dans une criminalité aussi sauvage. À Auch, il était connu un petit peu pour faire un petit peu de deal de cannabis, quoi. Voilà, bon, voilà. Et voir apparaître son nom dans ce dossier, ça nous étonne un petit peu. On ne peut pas dresser le portrait d'un gars du milieu, mais bon, d'un garçon un peu en marge du système qui a visiblement pas de travail, qui a des difficultés sociales. Ça se résume à ça. Pour s'en sortir, quitter cette vie d'errance et de deal, Kamel s'était récemment installé à la campagne avec son ami et son beau-fils. Dans le Gers, à part un incident de violence avec un voisin qui avec lequel il est entré en conflit, il y a une histoire de fusil, etc. Bon, tous les gens que vous rencontrez, sans exception, disent tous du bien de Kamel. C'était celui qui nous faisait le couscous. Voilà, ça c'est vrai. Un très bon couscous. Et voilà, il était toujours là, toujours prêt, disponible. On l'appelait, il arrivait. Adorable. Un garçon adorable, entreprenant, gentil. Il aimait tout le monde. Tout le monde. Bon, il rendait service à tout le monde, toujours. Quelqu'un avait un problème, il était là pour... il faisait le maximum pour aider, quoi. Toujours le cœur sur la main. Je n'ai pas les moyens d'acheter un sapin de Noël à mon fils. Il va acheter le premier sapin de Noël, le plus grand. Il rentrait même pas dans la maison pour que mon fils ait un sapin de Noël. C'est Kamel, ça. Les proches de Kamel dressent de lui un portrait sympathique, pas celui d'un homme violent, menaçant, comme l'ont pourtant rapporté aux gendarmes certains témoins. Alors moi, j'ai jamais vu Kamel sous le coup de l'impulsion. Maintenant, se défendre, oui. Quand on est attaqué, on se défend. Mais j'ai jamais vu Kamel dans la violence ou taper quelqu'un ou quoi que ce soit. Je sais très bien, moi, au fond de mon cœur, que Kamel n'est pas capable de faire ça. Voleur, oui. Fumeur, oui. Mais pas tué. Bon, il n'était pas irréprochable, hein. Il avait un parcours quand même chaotique. Mais l'équation parcours chaotique criminel, on n'a pas le droit de la faire, c'est bon. Kamel est né à Marseille en 1964. Il est le 4e d'une fratrie de 7 enfants. Quand il avait 13 ans, ses parents se sont séparés violemment et sa mère a quitté la maison en emportant toutes les économies. Sa mère a abandonné la famille. Le père a essayé de vivre à Marseille, ce qui, avec une famille nombreuse, lui était difficile. Certains des enfants ont été placés. Et le père, craignant qu'on ne lui place les autres enfants, est parti s'installer en Tunisie avec 5 de ses enfants. Kamel arrive à Tunis à 14 ans. Son père a du mal à s'occuper de lui. Kamel apprend à survivre seul dans une ville dont il ne parle même pas la langue. Et il vivait dans la rue sans structure aucune et sans perspective d'avenir. Il vivait là-bas au jour le jour, une adolescence compliquée. Kamel multiplie les petits boulots et à l'occasion les vols à la tire
ce qui lui vaut quelques jours de prison. Au bout de 13 ans, à 27 ans, il rentre en France et s'installe dans le Gers comme peintre. Il y a des blessures, des cicatrices. On se doute bien que, voilà, que l'enfance n'est pas heureuse, qu'il y a des choses, oui. Mais il n'en parle pas plus que ça. Très discret sur ça. Très discret. Il n'avait pas besoin qu'on s'apitoie sur son sort. La défense d'ailleurs ne joue pas cette carte, elle préfère contester les arguments de l'accusation. Les retraits bancaires par exemple. Kamel Ben Salah n'a jamais été identifié formellement comme la personne qui les a effectués. Mais on trouve qui? On n'a pas de photos. Les caméras ne permettent pas de l'identifier. Qu'est-ce qui permet de dire que c'était lui? En effet, le film du retrait effectué avec la carte bancaire des Hollandais à Auch est illisible. Le signal vidéo est dégradé, l'image floue et incomplète. Mais les avocats de Kamel Ben Salah pensent que ce n'est pas perdu. Un laboratoire spécialisé pourrait peut-être reconstituer l'image. Je lui dis, Kamel, j'ai peut-être la possibilité de restaurer la bande vidéo. Bien évidemment que je te fais courir un risque. Si, après la restauration, tu apparais sur l'image, je t'ai mis bien évidemment dans une situation extrêmement difficile, tu pourras faire ce que tu veux, mais en tout cas, est-ce que tu veux courir ce risque? Il me dit, mais vous pouvez y aller. Je n'ai jamais été avec la carte des Hollandais, et je n'ai jamais été, ce jour-là, à Auch, près d'un distributeur ou dans un distributeur pour retirer de l'argent. Pour moi, ce jour-là, je suis sûr que Kamel est innocent. La défense, qui n'a peur de rien, choisit de remettre en question chaque argument de l'accusation, comme le retrait dans le centre commercial près de Toulouse, attribué à Kamel Ben Salah. Que la vendeuse de Roques-sur-Garonne, dans un premier temps, ne va pratiquement rien dire sur Kamel Ben Salah. Plusieurs mois après, et j'ai pas peur des mots harcelés par les services de gendarmerie, elle dira que bien évidemment elle est sûre que c'est lui, mais qu'également il lui aurait dit « Attendez quelques instants, je vais au distributeur à côté retirer de l'argent ». Pour moi, c'est une immense saloperie qui résulte de la force de persuasion des services de gendarmerie pour convaincre un témoin qu'elle a forcément vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu 7, 8 ou 10 mois avant, mais qu'il est important de dire, et on va tellement la harceler, tellement la chambrer, qu'elle va finir par dire ce que tout le monde attend. La défense exploite aussi des témoignages que les gendarmes n'ont pas utilisés. Par exemple, ceux des clients qui se trouvaient au distributeur de billets avant et après les retraits réalisés avec les cartes des Hollandais. Ces gens ne vont jamais décrire Kamel Ben Salah. Ils vont décrire des personnes, ils vont décrire des hommes, mais ils ne vont jamais le signaler comme étant possiblement un Maghrébin. À Roques-sur-Garonne, au centre commercial, les gendarmes ont retrouvé le témoin qui était là, juste avant le retrait frauduleux. Juste derrière lui, il y a celui qui a retiré de l'argent avec la carte des Hollandais. Et celui qui retire l'argent, il surveille sa fille qui est dans le hall du magasin. Et tout le monde a peur de se faire enlever son enfant. Il y a eu des histoires partout. Donc il surveille sa gamine tout le temps. Et en surveillant sa gamine, il voit derrière lui un blond. Ce blond, on ne l'a pas cherché. On aura même la description d'un homme blond européen, pas très grand, etc. etc. Et on n'est pas loin des faits. Eh bien ça, les gens n'ont pas fait attention, me dit-on. Lieutenant Vinals, la défense évoque un homme blond qui aurait été vu à plusieurs reprises à proximité des retraits frauduleux. Avez-vous recherché cet homme? Nous sommes transportés sur les lieux un samedi et nous avons pu constater que dans ce centre commercial le samedi, une multitude de personnes y circulent. C'est pas possible, disons, d'identifier qui que ce soit. Et la piste du tueur allemand, qu'est-ce qu'elle donne?
Ce tueur allemand est arrêté en Allemagne courant juillet. Nous procédons à son audition et il dit « Je ne suis jamais allé en France et donc je peux vous assurer que je ne suis pas l'auteur de ces meurtres. » Et vous le croyez? Nous lui demandons s'il consent à ce qu'un prélèvement ADN soit effectué sur sa personne. Pas de souci, nous relevons ses empreintes. Et au retour de France, bien sûr, les empreintes et l'ADN est exploité. Et rien ne nous permet, disons, d'accréditer la thèse que Dieter puisse s'impliquer dans cette affaire. Pensez-vous que Ben Salah ait pu avoir un complice? À chaque fois que nous avons entendu des proches de Ben Salah, des empreintes ont été prises, mais elles n'ont rien donné. Elles n'ont pas permis de rapprocher ces empreintes avec celles qui ont été trouvées sur les lieux. Seules les empreintes de Ben Salah ont été découvertes sur les liens. Dans le même temps, vous poursuivez vos investigations et vous cherchez notamment à vérifier ce qu'il vous a dit en garde à vue, Ben Salah, à savoir son emploi du temps. Qu'est-ce que ça donne? Il dit que le soir à son départ de la Boupillière, vers 23h30, et il a passé deux coups de fil à sa concubine à Estramiac. Suite aux vérifications, aucun appel téléphonique entre 23h30 et 1h du matin n'est relevé sur le téléphone portable de Kamel Ben Salah. Seuls 2 appels sont émis à 2h30, 2h35 vers le domicile de sa concubine à Estramiac. Alors il serait où à ce moment-là? C'est le relais du téléphone portable de Mauvezin qui se déclenche. À Mauvezin, là où les retraits sont effectués? Tout à fait, à Mauvezin où les retraits sont effectués autour de cette heure-là, 2h30 à 2h50. Le problème pour l'accusation, c'est qu'à l'époque, le relais de Mauvezin couvrait aussi le domicile de Ben Salah. Celui-ci explique qu'il était chez lui cette nuit-là et qu'il a composé son propre numéro par erreur. Il voulait téléphoner à Sophie, sa confidente, il l'appelait toujours très tard. Mais embué par un dernier pétard, il a composé 2 fois le numéro de chez lui. Il s'est simplement trompé. Un fumeur de hashish, il ne fonctionne pas avec la montre du gendarme au poignet. Quand Kamel parle d'heure, il faut toujours se méfier. Kamel dit n'importe quoi sur l'heure. Moi, quelquefois, je venais lui rendre visite un lundi, je revenais un mercredi, et il me disait, parce que bien évidemment, il avait trouvé du cannabis en maison d'arrêt, il ne se privait pas d'en fumer, il me disait, ah oui, mais c'est vrai, tu es venu hier à... J'ai dit non, je ne suis pas venu hier. Hein. Voilà. Donc le temps pour Kamel n'est pas le temps pour nous. Si Kamel était chez lui à 2h31, comme il le prétend, il ne pouvait pas retirer de l'argent 11 minutes plus tard à Mauvezin avec la carte des Hollandais. Il faut en moyenne 20 minutes pour faire le trajet. Eh bien, on va pas se gêner, hein. On va me faire des trajets à toute vitesse. On va me faire des trajets avec des raccourcis qui n'existent même pas. Et on va conclure en me disant, c'est pas impossible. Il peut être chez lui, et puis ensuite prendre sa voiture, se précipiter pour aller retirer l'argent. Mais moi je dis que c'est pas possible. Il y a une chance sur 10 pour que ça puisse se réaliser. Vous retenez que celle-là. À chaque audience devant le juge, Kamel réaffirme son innocence. Innocent. Innocent. Kamel semble sincère. Mais dit-il la vérité ou a-t-il fini par croire à ses mensonges? Il est évident que l'expertise psychologique n'est pas du tout un sérum de vérité. Cependant, si les faits sont avérés, si les faits sont établis, certaines dispositions de sa personnalité pourraient aller dans le sens d'une explication de ce type de passage à l'acte. C'est-à-dire que c'est un sujet intolérant, c'est un sujet qui va à la recherche de la satisfaction immédiate. C'est un homme qui a des antécédents antisociaux, des antécédents de violence, des antécédents d'auto- et d'hétéro-agressivité, puisqu'il a effectué plusieurs tentatives de suicide. Alors, Kamel est-il violent et impulsif ou serviable et affectueux? Pour l'expert, les 2 facettes du personnage cohabitent très bien. C'est par ailleurs quelqu'un qui travaille, c'est par ailleurs quelqu'un qui a une insertion sociale, même si elle est un peu précaire, et c'est quelqu'un qui a une apparence effectivement de normalité. Mais à côté de cela, c'est quelqu'un qui utilise
des dérivés du cannabis à dose importante. Il parle de 30 à 35 grammes par jour. Et donc, effectivement, il y a deux apparences dans la silhouette de sa personnalité. Jacoba de Jong, vous êtes l'avocate des parties civiles. Quel est votre scénario pour ce soir du 20 mai 99 ? Mais ce soir-là, les deux couples, Van Hulst et Nieuwenhuis, devaient aller manger au restaurant. Au moment de partir, Ben Salah est arrivé en disant « Je viens finir le plafond, je viens terminer les travaux ». Et finalement, suite à ça, M. Van Hulst est resté parce qu'il voulait surveiller. Ils avaient constaté qu'il y avait eu des problèmes avec les cartes bancaires. Pendant les quelques jours précédents, M. Van Hulst n'acceptait pas qu'on fouille dans ses affaires. Et à la suite de ça, manifestement, Ben Salah s'est fâché et il a tué M. Van Hulst. Ensuite, il a attendu le retour de Nieuwenhuis, de sa femme et de Madame Van Hulst. Sous la menace, M. Van Nieuwenhuis a été attaché, à mon avis, par son épouse et sa belle-sœur. Et il a pu, à ce moment-là, mettre les deux femmes chacune dans une chambre. Ensuite, M. Nieuwenhuis, manifestement, d'après ce qu'ont dit les médecins, il a été réellement torturé. Et c'est là où il a dû donner ses codes. Selon vous, M. Ben Salah était obligé de tuer tout le monde? Il ne pouvait pas laisser d'autres témoins de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire s'accaparer des cartes bancaires pour tirer un maximum d'argent. Mais vous pensez qu'un homme seul a pu commettre ces 4 assassinats? Je ne pense pas qu'il y ait un complice. On n'a pas trouvé d'armes chez Ben Salah. Quand il y a un meurtre, celui qui commet le meurtre, il va tout de suite essayer de jeter son arme. Par contre, ce qu'on a constaté, que c'est le lendemain, il avait changé les housses de sa voiture, qui avait peut-être des traces de sang. Le 16 juillet 1999, la juge d'instruction organise une mise en situation à la Boupillière. Les avocats de Kamel Ben Salah comptent bien démonter le scénario de l'accusation. Il faut commencer à imaginer un scénario à l'intérieur duquel un seul homme tient en joue toutes les personnes sans aucune réaction de fuite de leur part. Alors que la peur peut faire n'importe quoi. Et la panique également. On ne comprend pas ce qui arrive. Il n'y en a pas un qui essaie de s'échapper. Et on constate surtout qu'il n'y a pas un seul objet de renverser ou de casser. Pour la défense, trop d'éléments restent flous. Qui a été tué en premier? Que faisaient les autres pendant ce temps-là? De bâillonner et d'entraver les gens comme on l'a fait ici, ça prend, me semble-t-il, nécessairement un certain temps. Et il faudrait que pendant tout ce temps-là, l'agresseur ait été à ce point vigilant qu'il ait tenu en respect ces 3 personnes, qu'il les ait séparées, etc. Pour ma part, ça me paraît assez invraisemblable. Monsieur Nieuwenhuis, il s'est défendu. Je crois pouvoir dire que cet homme s'est battu. Et cet homme va être blessé. On va retrouver des traces. Bon, quand on pose la question, on dit, mais expliquez-nous comment Kamel Ben Salah peut se battre. Et on se doute que ça ne s'est pas réglé en 5 secondes. Que deviennent les autres? Et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai la rage. Dites-moi, expliquez-moi, positionnez-le-moi. Pour l'accusation, l'explication est très simple. Quand vous menacez des gens avec un fusil, que déjà vous tirez un coup dans la cuisine pour montrer que vous êtes là, hein, que c'est vous le patron, les gens sont moins virulents. On a déjà M. Van Hulst qui est mort, donc lui on l'écarte. Après on a 2 femmes à ligoter. Il suffit de faire ligoter les 2 femmes par l'homme, amener les femmes dans les chambres, et puis après le tour est joué, puis on peut finir. Hein. Donc
commettre cet acte seul n'est pas impossible, contrairement à ce qui est évoqué par la défense de M. Kamel Ben Salah. Mais la défense ne s'avoue toujours pas vaincue. Comment imaginer que ces gens vont prendre leur épouse, par exemple, et les ligoter avec la force, avec l'intensité que le médecin légiste a relevé en disant que les liens avaient été serrés à ce point fort qu'il y avait des boursouflures autour des points de ligature et des points d'accroche. Tout le monde va accepter l'idée que celle que j'aime, je vais la ligoter avec une violence qui ne lui laissera aucune chance, et surtout pas celle de pouvoir s'échapper si elle en avait envie et si elle en avait encore la force. Mais vous pouvez le crier. Même en gémissant, on ne vous entend plus. Dominique, lors de la reconstitution, la défense va s'appuyer sur un rapport balistique pour contester les thèses de l'accusation. Oui, c'est une scène de crime sur laquelle on ne retrouve aucun étui, aucune douille, aucune munition. Donc on ne peut pas dire comme ça, c'est tel type de calibre, c'est tel type d'arme. L'expert de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie va travailler à partir d'éléments qui se trouvaient à l'intérieur des cartouches qui ont été tirées. On va notamment retrouver des bourres godets, ça s'appelle comme ça, des bourres godets à l'intérieur du corps de M. Van Hulst. Alors je vous explique, ça, c'est une cartouche de chasse. Dedans, il y a du plomb. Donc on vide le plomb, et derrière le plomb, il y a un godet. C'est ça le godet. Le plomb se trouve à l'intérieur du godet. Et quand on utilise une arme de chasse et qu'on tire, on percute l'arrière de la cartouche. La poudre qui se trouve dans la partie basse de la cartouche va s'enflammer et toute cette partie va s'en aller. Donc le godet, c'est ça. La bourre, c'est cette partie-là. Et ça va sortir du fusil, ça va être poussé vers l'avant du fusil. Donc cette partie en plastique avec les plombs qui sont toujours à l'intérieur. À Montfort, le tireur se trouvait tellement près de M. Van Hulst que le plomb, la gerbe de plomb, n'a pas eu le temps de s'extraire du godet et le godet en plastique est entré avec le plomb à l'intérieur du corps de M. Van Hulst. On lui a tiré 4 fois dessus. Donc on a 4 bourres godets, une sur le sol et 3 à l'intérieur du corps de M. Van Hulst. Et on en trouve 2 autres, une dans l'entrée et une dans la cuisine. Ce qui veut dire que 6 coups de feu ont été tirés avec une arme de chasse. Est-ce qu'avec ce godet, cette bourre, on peut déterminer de quelle arme il s'agit? Bien sûr. Et ça, l'expert de l'IRCGN va le dire parce qu'il va mesurer le diamètre du godet et il va dire, avec un pied à coulisse, il va dire c'est un fusil de chasse de calibre 12, donc une arme à canon lisse. En revanche, ce que l'expert est incapable de déterminer, c'est la marque des cartouches. L'expert dispose aussi d'un autre élément qu'on trouve sur la porte d'un placard. Cette porte de placard, elle a été touchée par ce qui est le 7e coup de feu. Et ce qui intrigue, c'est que le coup de feu a projeté sur la porte une 60aine de plombs, mais ces plombs n'ont pas pénétré le bois de la porte. Alors, c'est une porte en aggloméré. C'est vrai que c'est un bois assez dur, mais du plomb de chasse de calibre 12 comme ça passe à travers la porte. Voilà, donc on pense qu'une seconde arme a été utilisée et que c'est du 9 mm. Il y aurait donc 2 armes. Il y aurait 2 armes. Et ça va être très important pour la suite de l'enquête. Avec ce rapport balistique, la défense pense maintenant marquer des points. C'est difficile d'imaginer un homme avec 2 armes, avec des couteaux, enfin bon. Rambo, je crois pas que Kamel ressemble à Rambo. C'est bien la preuve qu'il y a donc plusieurs personnes qui ont pénétré à l'intérieur de cette maison et qui étaient armées d'armes aussi différentes qu'un fusil de chasse, peut-être une carabine, mais aussi des armes blanches. Tout ça, ça doit interroger. Et pendant plusieurs mois, l'accusation va vivre avec ses expertises et ne va rien en faire. Elle va simplement se contenter de dire « Ah, mais ils sont peut-être plusieurs ». Aucune trace dans des lieux significatifs du crime ne démontre que Ben Salah aurait été accompagné, peut-être de ses amis de l'époque, petits dealers ou autres. Aucun élément, à mon avis, ne permet de le dire, mais c'est la preuve impossible. Je dis que ce n'est pas exclu. Je dis que c'est peu vraisemblable.
Des éléments toutefois peuvent accréditer la thèse d'un complice, notamment l'empreinte digitale inconnue qu'on a retrouvée sur le ruban adhésif qui bâillonnait Johann Nieuwenhuis, le beau-frère. Et si c'est le criminel? Bon, ma théorie, c'est qu'ils étaient plusieurs. Si c'est un de ceux qui ont participé à cette tuerie, qui a laissé ses empreintes, on ne l'a pas recherché. Et puis, cette photo qui me hante, cette photo pour laquelle Kamel a pris tous les risques. Si c'est pas Kamel qui est en train de retirer de l'argent, c'est qui? C'est qui? Au fil de ses apparitions, Kamel Ben Salah semble de plus en plus détendu, le visage de plus en plus serein. Ce matin a commencé l'expertise scientifique de la voiture personnelle de Kamel Ben Salah. Le véhicule est passé au peigne fin pour retrouver d'éventuelles traces de sang. Dans aucune des voitures de Kamel Ben Salah, on a retrouvé du sang à l'intérieur provenant des victimes. Pas une trace. Que ce soit sur la housse ou que ce soit sur les coussins eux-mêmes ou dans l'habitacle. Il est extrêmement rare de ne pas retrouver des traces de sang si le sang a été effectivement transporté, s'il a existé, dans un habitacle de voiture aussi peu de temps après la réalisation du crime. On n'a rien trouvé. L'accusation rappelle que Kamel avait changé les housses de ses sièges juste après le drame. Le portrait qui se dessine est clair. Le criminel est quelqu'un de déterminé et méticuleux. Il a pensé à récupérer les douilles, couper l'électricité, débrancher le téléphone, fermer la maison, remettre la chaîne à l'extérieur de la propriété comme le faisaient habituellement les Hollandais. Il a préparé sa fuite, brouillé les pistes. Bref, tout le contraire de Ben Salah, tonne sa défense. Et il paraît impossible que celui qui dépense l'argent à tort et à travers avec une totale inconscience puisse être le même qui a commis de sang-froid et avec une méthode sûre qui a commis ces 4 crimes. Pour ma part, il y a et il y aura toujours, de ce point de vue, une réelle interrogation. Je suis innocent, victime d'une erreur policière. Le laboratoire consulté par la défense est incapable de restaurer l'image de la vidéosurveillance. La silhouette sur la photo de la banque reste donc mystérieuse. Mais cela n'empêche pas les avocats de Kamel Ben Salah de demander la remise en liberté de leurs clients. Mais toutes les demandes de remise en liberté sont refusées. Kamel Ben Salah reste en prison. La seule culpabilité que j'ai, c'est que je suis arabe. Oui, je suis maghrébin, je risque de m'évader en Tunisie, mais si je m'appellerais Pierre-Paul Jacques, eh ben, je l'aurais été relâché. Quand on enquête sur des dossiers criminels, notre seul but, c'est de retrouver les auteurs, quels qu'ils soient, et on ne part pas avec des a priori, c'est ce qu'il y a de plus mauvais dans une enquête. Et là, c'est le cas, on est parti avec une ouverture totale, et c'est petit à petit tous les éléments qui nous ont amenés vers cet auteur. Le 17 juin 2000, lors d'une énième demande de remise en liberté, Kamel Ben Salah craque. Le principal suspect dans la tuerie de Montfort vient de faire une tentative de suicide. Dans le bureau du juge d'Auch, Kamel Ben Salah s'est tailladé le bras et la gorge avec une lame de rasoir qu'il avait dissimulée sur lui. Voilà 1 an qu'il est détenu à la maison d'arrêt d'Agen, il clame toujours son innocence. Sa 6e demande de mise en liberté a été rejetée. Donc scène évidemment spectaculaire, qui n'apporte rien à son innocence, qui n'apporte rien à sa culpabilité, mais qui en fait tout à coup un personnage presque effrayant. Parce que le sang a coulé dans le bureau d'un juge. Enfin, du sang coule dans le bureau d'un juge. Est-ce que ça peut l'émouvoir? Bien sûr que non, l'institution, elle continue. Puisque le juge des libertés reste inflexible, que la défense de Kamel Ben Salah se retrouve devant un mur, Édouard Martial et Gilbert Collard en appellent à la presse. Ça me rappelle l'affaire Omar Haddad. Qui peut ne pas songer à cette affaire? Je reste persuadé que cet homme est innocent et que l'accusation s'est ruée sur lui parce qu'il fallait très vite trouver un coupable. Du reste, le procureur de la République, je l'ai en mémoire, et je le lui avais du reste reproché,
avait tout de suite dit que c'était lui le coupable. Aucun témoignage. Fait quand même, dans un pays où l'on essaye de défendre la présomption d'innocence, c'est quand même extraordinaire d'entendre un procureur, avant même que l'enquête soit complètement terminée, désigner farouchement le coupable et ne plus pouvoir revenir après sur l'accusation qu'il a portée. Je ne comprends pas cet acharnement du procureur. Je suis innocent, je n'ai rien à voir, ni de près ni de loin dans cette affaire. C'était des gens que j'estimais bien. Vous avez espoir aujourd'hui? Aucun espoir, je crois plus rien du tout. Maître de Jong, Ben Salah a tenté de se suicider. Vous étiez présente ce jour-là. Hein? Oui, Ben Salah a dit « Je vais mettre fin à mes jours ». Et il sort de sa bouche une petite lame de rasoir et il se touche le cou. Et ça faisait quelques gouttes de sang. Et enfin, pour lui, c'était donc... il allait se suicider, mais manifestement, il n'avait pas vraiment l'intention. Et à partir de ce jour-là, moi, j'ai décidé de ne plus aller aux audiences devant la chambre d'instruction parce que je trouvais que c'était devenu une espèce de jeu malsain. Il a fait appel justement à des avocats très médiatiques et très offensifs. Oui. Est-ce que ça vous a impressionné? Est-ce que ça vous impressionne? Mais ça ne m'a pas impressionné. La première fois, quand je suis allée à Agen pour assister à une demande de mise en liberté, il y avait des avocats avec toute une bande de journalistes qui étaient là pour mettre en scène le lendemain matin l'arrivée de Ben Salah à la chambre de l'instruction, où il allait crier « Je suis innocent, je suis innocent », et où tout ça s'était mis en scène. Donc j'ai compris que on était dans une espèce de jeu, mais bien sûr, moi de mon côté, j'ai fait attention de ne pas laisser la place entièrement à ces avocats pour pouvoir informer les médias sur la réalité de ce qui se passait dans ce dossier. Ben Salah a toujours crié son innocence devant les caméras. Est-ce que ça a créé un doute chez vous? Chez moi, jamais, non. Je n'ai pas douté, malheureusement, qu'il était le coupable dans cette affaire. Les enfants des victimes, ils craignaient toujours qu'avec tout ce bruit qu'on faisait autour de Ben Salah, qu'il allait s'en sortir, alors qu'il méritait une sanction sévère. L'enquête touche à sa fin. La juge d'instruction va boucler son dossier. Quand un nouvel élément, capital, lui parvient en novembre 2000, 1 an et demi après la tuerie. C'est tout à fait par hasard que je rentre dans cette affaire. Lors d'une discussion avec les enquêteurs de la brigade de recherche de Auch, je leur demande où en est cette affaire qui quand même avait marqué les esprits 1 an auparavant. Et ils m'avouent que ils sont encore en train de rechercher la marque des cartouches qui ont été utilisées. L'expert du laboratoire de police scientifique de Toulouse possède une importante collection de cartouches. La juge le réquisitionne. Et Martial Serralta s'attarde sur les coups de feu tirés dans la cuisine. On a un coup de feu qui atteint un mur à 1,60 m de hauteur à peu près, avec un impact relativement groupé et petit. Et sur la droite de cet impact, dans un angle, il y a cette fameuse porte qui donne accès à un petit réduit sous l'escalier. Et sur cette porte, on retrouve des traces de plomb très irrégulières qui ne pénètrent pas dans le bois contreplaqué de cette porte isoplane, et avec en plus des particules blanchâtres. L'expert compare au microscope les particules blanchâtres sur la porte isoplane et le plâtre du mur de la cuisine où se trouve un premier impact. Toutes ces analyses ont été positives, ce qui nous permettait de confirmer cette hypothèse selon laquelle il y avait eu un seul tir dans le hall, avec une atteinte préalable sur le mur, ressortie de la charge de plomb, qui vient donc mourir sur la porte. Donc un seul et même tir fait 2 impacts sur les lieux. Le deuxième expert contredit donc complètement le premier. Pour lui,
Il n'y a jamais eu 2 armes dans la cuisine, mais bien une seule. Et il va plus loin. Il détermine le calibre de cette arme, en réexaminant les bourres retrouvées sur les lieux et dans le cadavre de Artie Van Hulst. Dans le cas précis, les mesures qui sont prises avec ce genre d'outils, malgré la déformation, ne peut pas prêter à confusion. Et on est bien avec des dimensions qui correspondent à un calibre 16, donc d'un diamètre moyen de 17 mm, et non pas un calibre 12, qui lui aurait un diamètre de 18,4 à 18,6 mm. Pour l'accusation, ça change tout. Un seul et même calibre, une seule arme. La preuve est maintenant faite que Kamel Bensalah a agi tout seul. La défense accuse le coup, mais reste sceptique. Alors si on doute du premier expert, pourquoi ne pas douter du deuxième, et du troisième, et du quatrième, et du cinquième? Non, là on est dans le processus de la sélection arbitraire des indices. On veut l'expertise à charge, qui permettra de se débarrasser de l'expertise à décharge. Un troisième expert confirme les conclusions de Martial Serralta. Les gendarmes cherchaient donc un fusil du mauvais calibre. Et en fouillant la vie de Bensalah, ils retrouvent un homme à qui il avait acheté une arme de calibre 16, 2 ans avant la tuerie de Montfort. Kamel s'explique facilement. Ce fusil, il ne l'a plus depuis longtemps. Il l'a détruit à coups de masse. La gâchette ne fonctionnait pas. C'est difficilement, acceptable. On a du mal à croire que quelqu'un peut détruire une arme à coups de masse comme ça. Il tergiverse toujours sans donner d'explication précise. Pas convaincant du tout. Pas convaincant du tout. Mais là encore, la défense s'arc-boute. Pourquoi ça tiendrait pas? Ils ont la preuve contraire. Ils ont quelqu'un qui, par exemple, moi peut-être que ça m'aurait gêné si on m'avait dit, 1 an avant, on a vu Kamel Bensalah avec cette arme aller à la chasse, et puis on l'a vu quelques semaines avant ressortir cette arme, il était fier de nous la montrer. Personne n'a jamais dit ça. Personne. Taco Nieuwenhuis, après 3 ans d'enquête, le procès approche. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Avant le procès, on appréhendait. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, ce à quoi nous nous exposions et ce que l'on attendait de nous. Qu'est-ce que vous espériez de ce procès? Ce que nous voulions absolument, c'est que la vérité éclate au grand jour. Nous voulions apprendre, entendre comment ça l'avait pu dégénérer, et peut-être aussi savoir à quoi ont ressemblé les derniers moments, les dernières heures de nos parents. Le 22 mars 2002, le procès de Kamel Bensalah s'ouvre à Auch. 40 témoins, 72 journalistes accrédités. 3 ans après la tuerie, l'affaire passionne toujours. Son procès est un combat. Kamel Bensalah entre dans le prétoire comme sur un ring. Calme, concentré, déterminé. Ses avocats l'ont préparé, entraîné comme des managers. Je l'ai trouvé plutôt intelligent. Il avait des réparties assez justes. Moi, je dirais pertinent et incisif. Il a donné toutes les explications qu'il pouvait. Vous avez 100, 200 personnes qui vous regardent comme ça. Il faut avoir un certain cran. Mais voilà, il s'est battu pour essayer d'expliquer tout ce qui était contre lui. Kamel Bensalah répète qu'il est innocent et ses avocats plaident évidemment l'acquittement. Je vais reprendre tout le dossier, point par point, élément par élément. Je vais tout prendre. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, est-ce que pour vous c'est une preuve? Et ça, vous voudriez être jugé de cette manière-là, avec autant d'incertitudes, avec autant d'approximations, avec autant d'affirmations, autant de slogans? Puis vient le tour du légiste de déposer. Et au détour d'une question, il lâche une information cruciale. Tous les coups, dit le légiste, la totalité des coups ont été donnés par un droitier. Je suis formel, c'est absolument un droitier, j'en suis sûr. Bensalah est gaucher. Pour
Pour l'avocat général, Ben Salah tenait son fusil de la main gauche et de la droite, il s'est servi du couteau. Selon moi, ce n'est pas un argument qui tient, parce que dès lors qu'il commence à torturer les 3 personnes qui sont là, elles sont ligotées. Il n'a plus besoin de tenir le fusil. On a toujours quelque chose qui perturbe et qui complique cette affaire. Il manque un scénario, mais il manque aussi des indices matériels. On n'a jamais retrouvé les fameuses cartes de crédit. Et on n'a pas le fusil, on n'a pas le couteau, on n'a pas de traces de sang dans les véhicules. Aucun témoin n'est venu dire « oui, j'ai vu M. Ben Salah faire ceci ou cela ». Aucun témoin ne vient dire « oui, Kamel Ben Salah m'a dit qu'il a fait ceci ou cela ». On en reste sur un faisceau de présomption. Mais effectivement, il n'y a pas la preuve irréfutable, elle n'y est pas. Dans un réquisitoire brillant, l'avocat général balaie ses doutes. Lui, il ne croit pas au hasard. Et il rappelle l'ensemble des éléments qui pèsent sur Ben Salah. Peut-on parler de coïncidence lorsque le samedi, l'assassin ou l'utilisateur de ces cartes bancaires se trouve dans le même centre commercial que Kamel Ben Salah? L'assassin suit comme son ombre Kamel Ben Salah. C'est des coïncidences. Non, ce sont des charges accablantes de culpabilité. Et le dossier est fait ainsi. De son côté, l'avocate des familles de victimes rappelle que Ben Salah s'est finalement désigné lui-même dès le début de l'enquête. Ses déclarations du début, c'était « je suis le dernier à les avoir vus vivants ». Alors comment pouvait-il savoir qu'ils étaient morts après? Il ne pouvait pas le savoir parce que seul celui qui les a tués pouvait savoir qu'il était le dernier à les avoir vus vivants. D'autant qu'il savait que les amis des Van Hulst venaient le samedi manger chez eux. C'était pour eux qu'ils repeignaient pour que la salle à manger soit belle. Donc normalement, c'est les invités qui auraient dû les voir en dernier, vivants. Il s'agit de crimes de 4 personnes, faits dans des conditions absolument sordides, dans un climat, comme on peut imaginer, de terreur, d'effroi, d'épouvante. La préméditation est tout à fait caractérisée. Et puis après, ces gens-là, il va les tuer dans des conditions parfaitement odieuses, après avoir torturé Johan Juvenuis. Il me paraissait que la peine la plus lourde devait être requise. Perpétuité avec 22 ans de sûreté. Il ne peut pas avoir agi tout seul. Donc, à supposer qu'il ait été coupable, ce que je ne crois pas, il aurait fallu que dans le box, il y ait des complices. Mais comme on n'a pas les autres et qu'on en tient un, il va payer pour tout le monde. C'est totalement inacceptable parce que cela veut dire qu'on juge un homme sans tenir compte de sa part de responsabilité dans le crime qu'on lui reproche. Ben, c'est pas la justice, ça. L'audience est ouverte, asseyez-vous. Après 6 heures de délibéré, Kamel Ben Salah est reconnu coupable de 3 assassinats et un meurtre. Il écope de la peine maximale, la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté. On était tous convaincus qu'il y était, mais on est tous partis, tous, avec un doute. Était-il seul? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dehors quelqu'un qui a participé avec Kamel Ben Salah à ce massacre et qui est toujours libre? Taco, à la fin de ce premier procès, l'accusé est condamné à perpétuité. Vous en pensez quoi? Goed, zoals gezegd, uiteindelijk ging het mij... Le quantum de la peine m'importait moins que la vérité. Et là, les faits étaient extrêmes, horribles. Pour moi, une des pires choses dont j'ai jamais entendu parler. Et là, quand même, ça méritait une peine maximum. Ben Salah, quelle impression il vous a faite? Étrange, bizarre. Parce que tout au long du procès, j'ai eu l'impression qu'il ne prenait pas au sérieux ce qui se passait autour de lui. Il a raconté des blagues au cours du procès. Il a provoqué la cour. Et ça m'a dérangé. Le fait que ça lui importait peu.
Tandis que pour moi, c'était très important. En définitive, est-ce que vous avez eu toutes les réponses aux questions que vous vous posiez? Non. Hélas, non. Mais finalement, j'aurais souhaité voir Ben Salah reconnaître les faits. Et il ne l'a pas fait. En appel, Ben Salah écope de la même peine. Mais en 2006, la justice reçoit une lettre anonyme qui dénonce un proche de Ben Salah. Lui aussi aurait participé à la tuerie de Montfort. Les gendarmes retrouvent ce marginal. Ils comparent son empreinte digitale à celle qui n'a pas été identifiée sur la scène de crime. Cela ne donne rien. Pour la justice, Ben Salah reste le seul coupable.